Février 2022. Poutine donne l'ordre d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le Kremlin compte sur une capitulation rapide de Kiev. Selon la logique du dictateur russe, l'Occident ne sera capable ni de faire preuve de fermeté, ni d'apporter un soutien solide à l'Ukraine. Moscou a une nouvelle fois tenté de redessiner les frontières, mais ce calcul s'est avéré erroné. La brutalité de la guerre menée par la Russie a horrifié le monde entier et conduit à une consolidation sans précédent. Les pays occidentaux ont élaboré une stratégie pour contenir et contrer l'agression de Poutine. Ces bouleversements mondiaux sont devenus des facteurs qui détermineront la politique européenne et mondiale pour les décennies à venir. À quel point la Russie a-t-elle sombré pendant cette guerre totale contre l'Ukraine ? L'UE est-elle capable de maintenir son leadership en matière de sécurité européenne commune ? Nous en discutons avec des experts dans le nouvel épisode du projet En isolement. La politique européenne connaît des changements profonds dans tous les domaines de la sécurité, où la principale menace est aujourd'hui la Russie de Poutine. Dans ce contexte, l'Ukraine joue un rôle de plus en plus important en tant que partenaire de l'Union européenne et s'intègre dans l'architecture de sécurité européenne globale. Bonjour, nous recevons aujourd'hui le politologue Vladimir Fesenko, ravi de vous accueillir. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. Mis à part certaines voix qui, disons, s'opposent au message général, quel rôle ces pays leaders jouent-ils dans cette isolation croissante ? Nous parlons déjà de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, ainsi que des pays baltes et de l'Europe de l'Est. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE, mais il reste l'un de nos partenaires les plus importants. Il est essentiel de noter que, sur le continent européen, l'Ukraine a pour partenaire non seulement l'Union européenne, représentée sur le plan institutionnel par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, mais aussi le Conseil européen, qui rassemble les dirigeants des pays membres de l'UE. Tous soutiennent activement l'Ukraine. Nous bénéficions également du soutien non seulement de la quasi-totalité des pays de l'UE, à l'exception du gouvernement Orban et en partie de la Slovaquie, mais aussi d'autres pays européens influents qui ne font pas partie de l'Union européenne, tels que le Royaume-Uni et la Norvège. La Norvège, pays relativement peu peuplé mais riche, nous apporte un soutien financier considérable. Pour l'année prochaine, elle prévoit d'allouer 7 milliards et de fournir des armes. Le Danemark, petit pays européen, nous apporte un soutien militaire et financier considérable. Il s'agit de ce qu'on appelle l'initiative danoise, dans le cadre de laquelle des pays européens financent la production de défense de l'Ukraine, y compris sur leur propre territoire, par exemple pour les missiles Flamingo et certains autres projets. Il s'agit d'un soutien à plusieurs niveaux, qui se caractérise par une flexibilité suffisante. En effet, en raison de la conjoncture politique, le soutien peut parfois s'affaiblir, comme c'est le cas actuellement en République tchèque et dans un ou deux autres pays de l'Union européenne. Il se peut que l'aide soit réduite dans un autre pays. Peut-être en Hongrie et en Slovaquie. En fait, oui, ce sont surtout les gouvernements d'Orban et, dans une moindre mesure, celui de la Slovaquie qui sont plutôt enclins à négocier et à faire des compromis, mais pas en notre faveur. Et comme le montre l'affaire des sanctions contre la Russie, lorsqu'il s'agit de soutenir l'Ukraine, notamment en ce qui concerne son intégration européenne, c'est Orban lui-même qui ne cesse de nous mettre des bâtons dans les roues. Vladimir, mais on dirait qu'on est en train de régler le problème. La question se résout, mais cela prend parfois du temps. Le problème réside précisément dans ce consensus qui, malheureusement, entrave la prise de décision rapide. Nous le constatons actuellement surtout dans le cadre de la question de l'aide à l'Ukraine financée par les actifs russes. Les dépôts sont gelés sur le territoire belge, mais la Belgique refuse d'assumer ces risques. Et la question du crédit de réparation pour l'Ukraine ne parvient pas à être résolue. C'est précisément pour cette raison qu'un format de compromis est apparu au printemps dernier, que je considère comme prometteur, bien que beaucoup le critiquent. Il s'agit d'une coalition de volontaires que l'on appelle déjà, par anticipation, la coalition des déterminés. C'est un regroupement de pays qui nous aide déjà en nous fournissant des armes, en nous apportant un soutien financier et en nous soutenant politiquement. Ils se sont donc unis au sein de cette coalition informelle. Dans cette coalition, il n'y a pas de droit de veto. Personne ne peut bloquer une décision. Certes,
Tous ne sont pas prêts à nous apporter une aide pleine et entière. C'est aussi la question des garanties de sécurité. Au moins 2 pays sont prêts à envoyer un contingent militaire limité en Ukraine après la fin de la guerre, le Royaume-Uni et la France. Peut-être d'autres encore. Certains nous aideront financièrement, d'autres moralement ou politiquement, notamment par leur vote au sein de l'Union européenne. Il s'agit donc d'une combinaison à plusieurs niveaux. À long terme, je crois que ce format de coalition servira de modèle à la formation de nouveaux blocs, de nouvelles alliances, en particulier d'alliances de partenariat avec l'Ukraine en matière de sécurité. Selon le plan du Kremlin, un conflit prolongé devait épuiser l'Ukraine. Cependant, il apparaît désormais clairement que cette guerre d'usure est non seulement inefficace contre Kiev, mais qu'elle détruit la Russie elle-même. De graves problèmes se multiplient dans son secteur pétrolier, notamment en raison des dernières sanctions imposées par les États-Unis. Cela s'inscrit dans un contexte de chute des prix des matières premières russes. Selon Bloomberg, à la fin de l'automne 2025, le prix du pétrole russe avait chuté à son plus bas niveau depuis près de 3 ans. Au port de Novorossiysk, elle s'élevait à un peu plus de $36 le baril. Les principaux acheteurs réduisent leurs importations sous la pression de Washington. La stratégie occidentale de sanctions, par 1000 petites coupures, sape lentement mais sûrement l'économie russe. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Igor Liptsits, docteur en sciences économiques et professeur. Je suis ravi de vous voir. Igor Vladimirovitch, j'aimerais commencer notre entretien par la question suivante. Comment évalueriez-vous la situation actuelle de l'économie russe et quels parallèles pourrions-nous établir à cet égard ? En fait, tout ce qui se passe actuellement en Russie me rappelle de plus en plus le début des années 1990, quand, comme vous vous en souvenez, l'URSS existait encore, mais s'était déjà effondrée en 1991. La situation commence à ressembler à celle-là, car les signes sont nombreux. À l'époque, l'un des principaux facteurs avait été la chute du prix du pétrole, qui avait immédiatement fragilisé les fondements économiques de l'Union soviétique. Nous traversons actuellement exactement la même période de baisse soutenue du prix du pétrole, et nous ne savons pas jusqu'à quel niveau il va chuter ni combien de temps cela va durer. Et je ne suis pas le seul à le constater. La Banque centrale de Russie l'a également souligné. Le gouvernement a écrit que nous assistons à une situation très similaire à cette terrible période de 18 ans qui a abouti à l'effondrement de l'Union soviétique, suivie des années 1990 difficiles en Russie. Mais il est vrai que la Russie elle-même a beaucoup changé pendant la guerre. Elle s'isole de plus en plus de l'Europe. Auparavant, le modèle des relations entre l'Europe et la Russie était clair. L'Europe achète des matières premières russes, la Russie achète des technologies et des biens de consommation à l'Europe. C'était ainsi depuis longtemps. Et aujourd'hui, à cause de la guerre et des sanctions, la Russie a pratiquement fermé la porte à l'Occident. Il ne reste donc que 2 petites ouvertures, Oust-Louga, un port près de Saint-Pétersbourg, et bien sûr Novorossiysk. Ce sont pratiquement les seules fenêtres par lesquelles la Russie communique avec le monde et tente d'expédier ses pétroliers. La Russie s'est pratiquement tournée vers la Chine et dans ce cas, tout le territoire à l'ouest de la Volga perd de sa valeur pour le reste de la Russie. Aucun flux de marchandises ne transite pas à ce territoire. Si j'extrais du pétrole en Sibérie occidentale et que je l'expédie en Chine, pourquoi aurais-je besoin de Moscou, qui ne participe en rien à ce processus ? Pourquoi me prend-elle tout mon argent et pourquoi me rend-elle la vie incroyablement difficile ? Moscou a déclenché une guerre, je n'ai plus d'essence dans la région de Tioumen. Que se passe-t-il donc ? Pourquoi devrais-je souffrir à cause de ce qui se passe à Moscou ? Ce sont là tous les signes d'un doute quant à l'opportunité de l'existence d'un État centralisé unique qui existait en URSS et qui, en fin de compte, ont conduit à l'effondrement très rapide de l'URSS. Aujourd'hui, j'observe les mêmes signes en Russie. La Chine et l'Inde ont été parmi les principaux bénéficiaires de la crise russe. De janvier à septembre 2025, plus de 80% des exportations russes de pétrole étaient destinées à ces pays. Cependant, sous la menace de sanctions secondaires, les importations chinoises en provenance de Russie ont presque diminué de moitié. La société indienne Reliance Industries a augmenté ses achats de pétrole auprès des États-Unis et des pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Qatar. La Turquie réduit aussi ses importations. Ankara a renforcé sa coopération avec les concurrents pétroliers du Kremlin, à savoir l'Irak et le Kazakhstan.
Igor Vladimirovitch, que pensez-vous de la situation actuelle concernant les ventes de pétrole et de gaz de la Fédération de Russie, compte tenu des pays qui ont déjà renoncé à ces achats ? La Russie est un pays qui vit de ses exportations de pétrole. Dans une moindre mesure, de ses exportations de gaz, mais celles-ci ont toujours été très lucratives. Cependant, si l'on examine les résultats financiers, les exportations de gaz ont toujours rapporté bien moins d'argent que celles de pétrole. C'est pourquoi la Russie est en réalité une tour de forage déguisée en pays. Mais le problème, c'est qu'en créant cette situation de sanctions, en utilisant cet instrument d'armes et de guerre contre l'Ukraine, la Russie s'est transformée en un pays toxique. D'un autre côté, la production de pétrole a considérablement augmenté et de nouveaux acteurs sont apparus, comme la Guyane, ce pays d'Amérique latine voisin du Venezuela, où l'on développe actuellement très activement la production. En d'autres termes, de nombreux acteurs, pour ainsi dire non membres de l'OPEP, sont apparus, désireux de vendre du pétrole sur le marché mondial et tout à fait hostiles à la Russie, car la Russie est un concurrent. Et pourquoi aurions-nous besoin d'un concurrent ? Tout cela a donc conduit à une situation où le prix du pétrole a commencé à baisser. Or, lorsque le prix du pétrole baisse et que les volumes dont le monde a besoin de la part de la Russie baissent, les revenus russes s'effondrent et on se retrouve dans une situation où la Russie ne peut plus gagner l'argent nécessaire à sa subsistance. Mais ne vend-elle rien d'autre ? Du matériel industriel ou de construction ? Non, rien de tout cela. Des logiciels, des services, Internet. La Russie ne vend rien, ne fournit aucun service. Même ceux qui développaient en Russie, vous savez, des composants logiciels ou des jeux, ils ont quitté le pays. Nous assistons aujourd'hui à un affaiblissement rapide de l'influence russe, tant au Proche-Orient que dans le Caucase du Sud. Il y a peu encore, la Russie s'est positionnée comme l'arbitre principal dans le conflit arméno-azerbaïdjanais, mais aujourd'hui, les parties dialoguent sans l'intermédiaire du Kremlin. Les pays d'Asie centrale se tournent vers la Chine comme principal garant de la sécurité dans la région. Par ailleurs, l'Union européenne renforce ses contacts avec les pays d'Asie centrale en discutant du développement du corridor central, une voie de transport transcaspienne. Cette voie est considérée comme un corridor alternatif reliant la Chine et l'UE via l'Asie centrale, le Caucase du Sud, l'Ukraine et plusieurs autres États. Vladimir, quel rôle joue la perte d'influence de la Russie, au moins dans l'espace post-soviétique, notamment en Asie centrale, dans cette contrainte ou cette pression exercée sur Vladimir Poutine et l'ensemble des élites du Kremlin ? Ne comprennent-ils pas qu'ils perdent et non qu'ils gagnent en menant une guerre contre notre État ? Je pense qu'ils en sont bien conscients, mais qu'ils ne veulent tout simplement pas l'admettre publiquement, car cela reviendrait à reconnaître leur propre faiblesse. Mais cela saute aux yeux de tout le monde, y compris en Russie. Je pense que, d'un point de vue stratégique, la Russie a déjà perdu l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan ne faisait de toute façon pas partie de toutes ces structures post-soviétiques que la Russie a mises en place. Je veux parler de la CSTO, de l'Union eurasienne. L'Azerbaïdjan ne veut certainement pas être un vassal du Kremlin, mais souhaite mener une politique indépendante tant dans le Caucase du Sud que dans l'espace post-soviétique et au Moyen-Orient. La situation dans l'ancienne Asie centrale soviétique est encore plus révélatrice. Il est évident que la plupart des États de cette région, en particulier les grands États comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, mènent actuellement une politique de multivectorisation. Ils établissent un équilibre des intérêts dans un triangle, Pékin, Washington et Moscou. Et bien que le Kazakhstan, par exemple, soit membre de l'Union eurasienne et qu'un nouveau partenariat stratégique y ait été annoncé, ce pays garde néanmoins ses distances avec Moscou. Il tire parti des tensions entre la Russie et l'Occident, ainsi que du renforcement de l'influence chinoise en Asie centrale. Il parvient ainsi à neutraliser les risques pour lui-même. Je le sais grâce à mes échanges personnels avec des diplomates kazakhs et surtout avec des experts et des journalistes kazakhs. Malgré toute leur rhétorique de partenariat à l'égard de Moscou, ils comprennent parfaitement que Moscou considère les régions du nord du Kazakhstan exactement de la même manière qu'elle considérait la Crimée et le Donbass ukrainien, ces régions russophones. Et pour eux, le danger est le même que pour nous, malgré l'Union eurasienne. Et de ce point de vue,
Ils tentent ainsi de prendre leur distance avec Moscou. C'est une tactique de retrait progressif de l'influence russe. Таким образом дистанцируются от Москвы. Это такая тактика медленного ухода из-под российского влияния. En déclenchant une guerre à grande échelle, la Russie a elle-même scellé son propre destin en tant qu'État capable de dialoguer d'égal à égal avec les nations démocratiques. De plus, l'incapacité de la Fédération de Russie à conquérir l'Ukraine par la force a détruit l'image de la Russie en tant que superpuissance militaire. Igor Vladimirovitch, quelles sont vos prévisions réalistes pour la Russie en 2026 ? Pensez-vous que la Russie fera défaut ? Et comment la situation économique affectera-t-elle les Russes ? Lorsque j'ai commencé à dire en 2022 que la Russie allait être exclue de l'économie mondiale, bon nombre de mes détracteurs m'ont accusé de tenir des propos absurdes. Cela ne peut pas arriver. On ne peut pas exclure la Russie de l'économie mondiale. Sans elle, l'économie mondiale ne pourrait pas survivre. Ce serait une catastrophe mondiale. Tout s'effondrerait, l'Europe disparaîtrait, le monde serait ébranlé, l'essence deviendrait inabordable partout dans le monde, et les présidents américains démissionneraient les uns après les autres à cause du prix exorbitant de l'essence aux stations-service américaines. Cela fait 4 ans que la guerre dure, et nous voyons que rien de tout cela ne se produit. Et plus encore, le processus d'exclusion de la Russie de l'économie mondiale est désormais tout à fait perceptible, il est déjà assez difficile de le nier. Et je vois déjà que même les médias russes en discutent. Car il s'est avéré que l'Europe a souffert en renonçant au gaz et au pétrole russe. Oui, elle connaît des difficultés, mais l'Europe n'est pas morte, elle continue de vivre et finance même l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Elle cherche d'autres moyens de subsistance. Le reste du monde aussi, en somme, s'est contenté d'acheter avec plaisir du pétrole russe bon marché, mais il peut aussi le remplacer. Vladimir, comment évaluez-vous la volonté des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump en personne d'adopter une ligne plus dure à l'égard du Kremlin et de Vladimir Poutine, compte tenu de la récente déclaration du président finlandais Alexander Stubb, selon laquelle les États-Unis sont désormais devenus pour Moscou un véritable bâton plutôt qu'une carotte. Voilà le problème. La politique de la carotte et du bâton. Ces métaphores remontent au XIXe siècle. Trump et ses conseillers, dont Kit Kellogg, affectionnent ce genre de métaphores. Avant même que Trump ne devienne président, on lui avait proposé précisément cette approche du bâton et de la carotte, tant à l'égard de la Russie que de l'Ukraine. Je vais citer un seul exemple pour illustrer comment cela aurait pu fonctionner. La question des armes pour l'Ukraine. Car à l'époque, il n'était déjà plus question de soutien financier, bien au contraire. Mais la question des armes pour l'Ukraine. Si les Ukrainiens ne veulent pas négocier la paix, on pourrait limiter, voire suspendre, les livraisons d'armes américaines. Et si la Russie s'oppose à la fin de la guerre, alors il faut renforcer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et c'est là que réside le problème de Trump et de son administration. Cette recommandation pratique concernant les armes a été mise en œuvre à l'égard de l'Ukraine, heureusement pas dans son intégralité, mais plutôt sous forme d'allusion. En revanche, à l'égard de la Russie, cette méthode ne fonctionne pas encore. Il n'y a que des allusions. La tendance positive, sur laquelle je peux m'accorder avec la position du président finlandais Alexander Stubb, réside dans le fait que Trump a enfin commencé à envisager d'utiliser le bâton à l'égard de la Russie. Mais comment cela se passe-t-il ? Il ne s'agit pas tant d'utiliser le bâton contre la Russie que d'en faire la démonstration. Je vais sortir ce bâton maintenant et l'utiliser contre toi. Il y a une application concrète, et celle-ci d'ailleurs produit déjà un effet notable. Il s'agit des sanctions contre les plus grandes compagnies pétrolières russes. Je pense que cela ne pourra fonctionner à long terme, que si ce ne sont pas seulement des sanctions secondaires contre ceux qui achètent du pétrole russe, mais aussi si ce train de mesures de pression contre la Russie comprend la fourniture d'armes à longue portée à l'Ukraine. Une pression globale est nécessaire. De la position politique sur les négociations aux armes à longue portée, en passant par le renforcement des sanctions contre la Russie. C'est alors, peut-être pas tout de suite, mais l'effet se fera sentir. Et il ne faut pas seulement brandir le bâton, mais aussi l'utiliser. La Russie ne renonce pas à ses tentatives visant à diviser l'unité occidentale. En intensifiant ses opérations hybrides contre l'Europe, en aggravant les actes de terrorisme à l'encontre de la population civile ukrainienne et en détruisant les infrastructures essentielles, le Kremlin cherche à convaincre l'Occident
que toute résistance supplémentaire est vaine. Mais essayer ne signifie pas réussir. L'UE travaille sur le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Les secteurs financiers et énergétiques de la Russie seront les cibles principales de ces nouvelles restrictions. L'appareil militaire de la Russie subit également une pression considérable. L'effet paradoxal de la situation actuelle est que Poutine pensait qu'une guerre d'usure favoriserait clairement la Russie et que ce scénario serait perdant pour l'Ukraine. Mais nous résistons. C'est difficile, extrêmement difficile. Certes, la Russie attaque notre système énergétique et dispose d'un avantage en ressources, mais nous tenons bon. C'est un point très important. Le Kremlin mise moins sur ses victoires militaires que sur notre incapacité à résister et notre capitulation. C'est ce que disent les sources russes. Et cette stratégie ne fonctionne pas. Parallèlement, des problèmes commencent à surgir pour les Russes à l'intérieur du pays. La situation financière intérieure se complique. Les tendances sont déjà évidentes. Des problèmes sur le marché pétrolier et une chute des prix. Certes, les prix fluctuent, mais la tendance est déjà clairement à la baisse, ce qui réduit les possibilités de financement de la guerre. Par conséquent, la situation évolue de manière atypique et non linéaire. L'année 2026 pourrait s'avérer décisive quant au déroulement de la guerre. Je n'exclus pas la possibilité que de véritables négociations pour mettre fin à la guerre et instaurer un cessez-le-feu puissent débuter en 2026. Il s'agit peut-être d'un scénario plutôt optimiste pour l'instant. Mais si la situation militaire se stabilise, si Poutine comprend, peut-être pas tout de suite, qu'il ne peut pas gagner la guerre, que l'Ukraine ne capitule pas, et si les problèmes de la Russie s'aggravent. Et si la pression exercée par Trump se poursuit, s'intensifie et se maintient, alors l'ouverture de négociations sur un cessez-le-feu progressif est probable. Le plus important est de maintenir la pression sur la Russie. La volonté obsessionnelle de Poutine de restaurer l'influence mondiale de la Russie, de soumettre l'Ukraine et s'implanter en Europe de l'Est, s'est déjà transformée en catastrophe pour le Kremlin lui-même. En déclenchant la guerre, le dictateur russe espérait une victoire rapide, mais il a au contraire provoqué une réaction ferme de la part de l'Europe. Les pays occidentaux ont commencé à renforcer leur capacité de défense et intensifier leur aide à l'Ukraine. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne renforce son potentiel de défense. La coopération en matière de sécurité se consolide dans toute l'Europe. La Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN. Toute la stratégie industrielle de défense de l'UE vise à unifier les armements et à réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs à l'Union. Le projet Réarmer l'Europe, annoncé à Bruxelles en mars, prévoit des investissements de 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense de la région et soutenir l'Ukraine. Face à la menace de Poutine, l'Europe ne peut se permettre de faiblir. Elle fait preuve d'unité, faisant comprendre à la Russie qu'elle n'a pas le droit de dicter l'avenir à qui que ce soit.